nous allons parler de ce que, entre nous, nous appelons le gang des Dromois. C'est-à-dire, c'est Paul Choplin, Nicolas Soulas, c'est Côme Simien et moi-même, qui échangeons parfois, moi j'ai commencé avec Rosalie Julien, des plaisanteries sur la Révolution, et je crois que c'est Côme qui a inventé, voilà, c'est ça, qui a dit la Révolution, c'est jamais qu'une affaire du gang des Dromois. Et on fait le hashtag, hein. Alors on se marre quand même, je dois dire. Il y a quelques personnes qui m'ont dit c'est quoi votre histoire de gang des Dromois? Alors j'ai expliqué, et je suis ici en présence de Julien Mathieu, qui est responsable des archives de Romans Valence Aglo, et donc basé à Romans, hein, où se trouvent des traces de Rosalie Julien, mais de beaucoup d'autres Dromois. Et ce qui est très très important ici, c'est que nous avons aussi le directeur des archives départementales de la Drôme, et c'est de trouver énormément, bien sûr, d'archives de la Révolution. Ça, c'est normal, il s'est passé beaucoup de choses ici, mais en particulier tout ce lien entre des grandes familles, et dont on va vous parler cet après-midi, c'est-à-dire la famille des Payan, hein, que Nicolas Soulas étudie dans le détail, et puis la famille des Nugues, dont Rosalie parle tout le temps. Elle parle des Payan aussi, hein, mais Nugues, c'est vraiment les très très proches. Donc il y a une cohérence cet après-midi, et je ne vais pas commencer cet exposé sans oublier un historien que certains d'entre vous ont sans doute connu, qui vient de mourir, c'est Guy Lemarchand. Guy Lemarchand est mort, je crois, hier. Hein. On a eu l'information, il était historien à Rouen pendant très très longtemps. Il a beaucoup marqué l'histoire économique, l'histoire de la Révolution, d'une manière, comme on parlait d'historiographie tout à l'heure avec Virginie, c'est l'historiographie telle qu'elle se fait plus trop maintenant, et on a tort, hein, c'est-à-dire de l'histoire économique fondée sur des analyses, des statistiques, etc. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle soit ennuyeuse, hein, mais on va chercher le cœur véritablement de la vie des hommes à travers les échanges, à travers tout ça. Alors une petite pensée pour Guy Lemarchand, dont le fils, Laurent Lemarchand, est également historien, également à l'université de Rouen. C'est une histoire de famille, encore une fois. Bonjour à tous. Du 12 au 14 octobre 1989 eut lieu à Valence, sous l'égide de mon nantais prédécesseur Michel Natantillois, la directrice des archives départementales, un colloque intitulé « Les Dromois, acteurs de la Révolution ». Son titre programmatique résumait bien l'intention de ses organisateurs, mettre en avant le rôle et l'engagement d'acteurs locaux, individuels, collectifs, dans cette fameuse décennie révolutionnaire et leur participation, même de façon modeste, à la grande histoire. La publication qui en résulte, qui s'affiche à l'écran, rassemble des biographies, des monographies familiales, des études de groupes sociaux particuliers, etc., etc. Autant d'acteurs engagés dans le camp de la Révolution ou dans celui de la contre-révolution, avec toutes les nuances propres à chaque situation. Cet ouvrage fit date au plan local, parmi les nombreuses publications qui fleurirent à l'occasion du bicentenaire. Plus de 30 ans plus tard, l'axe choisi par notre colloque de ce jour, celui de la cellule familiale à l'épreuve de la Révolution, nous offre l'opportunité de reprendre à nouveau frais cette réflexion sur les acteurs locaux et d'y apporter un modeste jalon en réinterrogeant, on fait notre travail d'archiviste ce faisant, les sources disponibles. Quelles sont donc les archives existantes pour l'histoire des familles en révolution ou contre-révolution? Que nous apprend leur consultation sur les familles dromoises confrontées à l'épisode révolutionnaire? Et que nous apprend leur consultation sur la gestion de la mémoire de la Révolution sur le long terme dans notre département. Notre communication, qui se fera à deux voix, entend proposer quelques pistes de réflexion et de recherche à partir des fonds de 3 services publics d'archives, les archives départementales de la Drôme, les archives communales de Valence et celles de Romans, ces 2 derniers services étant compris dans un service commun que dirige mon voisin de gauche depuis 2018. Précisons tout de suite que cette étude n'a pas de prétention à l'exhaustivité. On restera là aussi dans l'impressionnisme. On s'est volontairement limité à recenser les ressources de 3 services d'archives de manière à former une sorte d'échantillon représentatif. Un état des sources complet, un bonnet due forme sur le territoire de la Drôme aurait nécessité des dépouillements complémentaires dans les archives communales qui recèlent de nombreuses ressources et aussi aux archives nationales. Même dans ce cadre aussi restreint, la documentation que nous avons exhumée est riche, parfois surprenante, parfois peu connue,
à la fois du côté des gisements d'archives publiques peu fréquentés que des fonds d'archives privés peu ou pas du tout connus. Un survol de ces archives locales, on en restera au niveau du survol, fait ressortir quelques traits saillants sur la façon dont l'épisode révolutionnaire a été vécu dans le cadre familial. Ces résultats, forcément très partiels, pourront, je l'espère, alimenter de futures recherches de plus grande ampleur, monographiques ou transversales. J'ajouterai que le souhait des deux auteurs de cette communication, qui sont tous les deux en charge de la conservation de collections publiques d'archives, serait de favoriser le dépouillement plus systématique de ces fonds. Appel aux bonnes volontés, donc. Le département de la Drôme, qui constitue le cadre géographique de cette étude, offre une belle variété de situations à étudier. C'est une terre de fort contraste géographique, un département de passage dans l'axe rhodanien, entre Marseille et Lyon. Ses habitants accueillent la Révolution de manière globalement favorable, déjà dans les prémices de la Révolution avec la réunion des États provinciaux qui se réunissent à Romans en décembre 1788 et janvier 89. Monsieur Limonta, notre élu, a rappelé hier l'importance de la Fédération d'étoiles, une des premières fédérations qui a lancé le mouvement fédératif. Et puis, l'histoire de la Drôme en 93, pendant la crise fédéraliste, c'est une histoire de fidélité à la Convention qui empêche, de par sa situation géographique, la jonction entre les armées fédéralistes de Marseille et de Lyon et qui sauve, ce faisant, l'armée des Alpes qui aurait sinon été coupée de ses bases. Ce sera donc notre unité de lieu, ce département de la Drôme. Notre unité de temps sera la décennie révolutionnaire. Pour l'unité d'action, en revanche, propre au théâtre classique, on repassera, car vous le verrez, les situations sont extrêmement diverses, extrêmement variées dans les fonds d'archives que nous avons pu exhumer. Nous vous proposerons un propos en 3 parties, une présentation synthétique des sources disponibles, avec un peu de méthodologie, une tentative de présentation à grands traits des grandes caractéristiques des fonds privés familiaux drômois de cette période, et enfin une réflexion sur l'après-révolution et la gestion de la mémoire familiale révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Bonjour ou rebonjour. Alors, premier point, peut-être un peu didactique. Quand on veut faire une monographie dans un département, quelles sont les sources qu'on peut exploiter en ressources locales ? La première chose, c'est qu'en vertu d'un cadre de classement qui s'est imposé au XIXe siècle, les services d'archives départementales disposent d'une série dédiée à la période révolutionnaire, ce qui est un petit peu curieux pour un archiviste qui est habitué effectivement à la notion de provenance. On mêle dans cette série des producteurs extrêmement variés, ce qui d'ordinaire n'est pas pratiqué, ce qui reflète bien la particularité de la période révolutionnaire dans le cadre du classement des archives départementales. Alors cette série, elle a fait l'objet de l'attention soutenue des archivistes successifs. Et dans la Drôme, c'est Jacques de Fonréau, que vous voyez à l'écran, qui s'est employé à cet exercice, qui a été publié en 1936. L'inventaire de la sérielle dans la Drôme, en fait, est double. Un répertoire donc numérique de la série d'une part, et puis un inventaire analytique des collections des lois, délibérations et arrêtés des administrations locales. Donc tout ce travail avait été engagé avant 1914, donc les prédécesseurs de Fonréau avaient commencé à travailler, et ça a été publié ensuite. Ce qui est intéressant dans cet inventaire, c'est l'ampleur des sources complémentaires que Fonréau a indiquées et dont les chercheurs en histoire de la Révolution, rendant compte de son travail, avaient souligné à l'époque. Il a accordé une grande attention au dépôt d'archives communales du département en indiquant déjà ça et là ce qui pouvait s'y retrouver. Deuxième série... Alors, je vais faire attention, pardon. Deuxième série auquel il faut évidemment prêter attention quand on étudie la Révolution dans un département, c'est la série Q, pour laquelle nous avons le même Fonréau qui a travaillé et qui a produit un inventaire extrêmement intéressant par l'ampleur des tables qu'il a proposées. C'est-à-dire que les analyses descriptives des liasses ne comportent pas l'indexation des noms, des familles, des particuliers, des collectivités, des congrégations religieuses, etc. Et il a proposé in fine une série de tables de vendeurs, d'acquéreurs, etc. qui s'avèrent extrêmement précieuses pour l'histoire économique et aussi pour l'historien des familles, faut-il évidemment le préciser. Donc on sait bien en général que Sériel et Série Q, même quand on est un étranger qui fréquente les services d'archives départementales, ce sont des horizons documentaires à rechercher prioritairement, en sachant évidemment qu'il faut le compléter avec l'amont et l'aval. Donc il y a des séries B, des séries C pour les administrations d'Ancien Régime, et il y a à l'aval une série M après la création des préfectures, dans lesquelles on peut évidemment trouver des informations complémentaires. Alors s'agissant des communes, l'inventaire des fonds qui étaient détenus par les différentes communes du département de la Drôme avait été tenté au moment du bicentenaire. C'est une entreprise un peu singulière,
qui, disons-le d'emblée, n'a pas été achevé et qui s'est arrêté au premier tome paru en 1990. Néanmoins, la couverture noire que vous voyez est un guide qui se voulait l'introduction à cette publication en série, dans lequel on a une présentation extrêmement synthétique de tous les fonds détenus par les différentes communes, évidemment à proportions variées en fonction de leur taille et évidemment de l'état de conservation de leurs fonds, mais qui permettent d'avoir une vue des fonds qui peuvent être exploités dans ces communes. Parce qu'en commune, il n'y a pas l'équivalent de la série L. Et là, ça se corse un tout petit peu pour ceux qui veulent travailler sur la période révolutionnaire. Alors, sans vous faire un inventaire à la Prévert, vous avez la série D pour l'administration communale, délibération, correspondance. Vous avez l'état civil. Songez que vous avez les préliminaires de divorce dans cette série, par exemple. Si vous êtes intéressé à la famille, ça peut vous intéresser. F pour l'économie, G pour l'imposition, H pour les affaires militaires, I pour la police, P pour culte, ouf. Donc, tout ça fait beaucoup d'informations à vouloir exploiter. Donc, cette introduction donnait à voir ce que l'on pouvait en tirer. Je précise au passage que toutes ces administrations ont même parfois des noms pour la période révolutionnaire qui sont intéressantes pour la thématique familiale. Juste un exemple local, à Romans et Bourg-de-Péage, qui avait été rebaptisé Unité-sur-Isère pendant la période révolutionnaire, on a créé un grenier paternel. Ce grenier paternel, c'était l'institution qui avait charge de distribuer du pain aux 4000 indigents des deux villes en 1793-94. Donc même le nom des administrations peut donner à réfléchir. Je ne vous ferai donc pas le florilège de tout ce que l'on peut trouver dans ces sources, mais en tout cas, ce guide est précieux pour les identifier. Les archives privées peuvent parfois s'enchasser effectivement dans les fonds publics. Je balaye très vite la question des archives hospitalières, dans lesquelles on a parfois des dons de famille qui se trouvent à l'intérieur. À Valence, vous avez le fonds d'un abbé de Château-Double, qui est une toute petite commune à côté de Valence, qui a été ensuite curé de Chabeuil, une autre petite ville voisine, et qui a été en lien avec une famille établie à Paris, les Burton, dans le cadre de l'exploitation d'une filature locale. Et on a toute la correspondance qui atterrit dans le fonds hospitalier, puisqu'il en a été un des aumôniers, par exemple. Je passe aussi sur les notaires, je passe sur les avoués, pour en arriver aux archives privées elles-mêmes, qui ont été, quand elles avaient effectivement un intérêt pour l'histoire nationale, ou locale en tout cas d'une certaine envergure, par des publications nombreuses. Les archives départementales, on peut citer la famille Deloche à Tain, le Chartrier de Château-Double, et puis évidemment à Romans, la publication de l'inventaire du fonds Bonnugue, dont l'inventaire avait été dressé par le regretté Claude Magnan, dont nous avons nous aussi une petite pensée aujourd'hui pour lui, et qui a été publié en 2015 à l'initiative de ma collègue Bénédicte de la Vessière. Lors du bicentenaire, nous avons eu une vague de publications importantes sur les fonds privés. Aujourd'hui, si on veut les identifier et compléter ces recherches, il faut effectivement recourir à Internet, parce que c'est dans les guides de recherche locaux, donc départementaux, communaux, ou dans des portails nationaux que l'on peut plus facilement identifier ces fonds. Enfin, last but not least, vous avez des bases de recherche plus particulières qui ont été souvent menées en partenariat par la recherche universitaire avec les services d'archives communaux, départementaux. Et on a pensé en particulier à la base des écrits du fort privé, dans lequel on recense un grand nombre de fonds. Si on prend pour les archives départementales de la Drôme, on a 111 résultats qui sont disponibles pour la période qui nous occupe ce week-end. Ce sont à ces sources que nous nous sommes intéressés, Benoît Charenton et moi-même, prioritairement, puisqu'elles nous semblent au cœur du renouvellement historiographique sur lequel nous sommes tous engagés ces 2 jours. Donc, journaux intimes, livres de comptes et de raisons, mémoires, correspondances familiales, à partir desquelles nous avons tenté de dresser une typologie des attitudes des familles drômoises face à l'événement révolutionnaire. Nous avons essayé de ventiler ces familles et leurs différentes attitudes autour de 4 axes. Et le premier d'entre eux, c'est la question économique et patrimoniale. Il nous a semblé effectivement que ce qui ressortait de façon évidente et majeure des correspondances, des livres de raison retenus, c'est qu'avant de s'intéresser à la politique, ou tout en s'intéressant à la politique, on s'intéresse quand même d'abord à la question de ses propres affaires, la gestion du patrimoine privé, de sa sauvegarde, de sa récupération, après sa dispersion, de son accroissement. C'est par excellence un sujet qu'on traite en famille. Plus qu'un engagement politique raisonné, il faut y voir ici une forme de positionnement face au bouleversement de la Révolution, en pour ou en contre, en action ou en réaction, dans une conjoncture qui peut paraître hostile ou au contraire favorable. Si on essaye d'évoquer très brièvement le cas des familles nobles, j'ai appelé ça louvoyer contre le vent de la Révolution, sans être trop déterministe ou être trop caricatural, on peut dire quand même que la Révolution a été globalement un mauvais moment à passer dans la Drôme comme ailleurs. Je ne citerai qu'un exemple parmi les nombreux qu'on pourrait citer, c'est celui de la famille de la Baume-Suze, donc, qui était possessionnée à Suze-la-Rousse, dans le sud du département. Vous avez leur château en photo ici.
Pour ces familles nobles, bien souvent la révolution est synonyme de ruine, soit qu'on est émigré, soit qu'il ait fallu défendre très strictement ses intérêts pour essayer de sauver son patrimoine et sa fortune. Quand un parent a émigré, comme c'est le cas chez les Labaume-Suze, la situation de la famille qui reste en France est souvent très difficile. L'héritier de la famille, Pierre-Louis, ayant émigré, le comte, son père étant mort en laissant sa famille grevée de dettes en 1790, j'ai trouvé dans les archives, par exemple, le cas qui m'a ému de sa jeune sœur, Aldonce, qui s'est retrouvée toute seule à l'âge de 18 ans, emprisonnée entre Prairial et Fructidor en deux à la prison Honorati d'Avignon. C'est des gens qui, en fait, en pratique, habitaient à Avignon une bonne partie de l'année. Elle finit par en être extraite par le représentant en mission au motif qu'il n'existe contre cette citoyenne d'autres motifs réels de sa détention que d'être issue de parents ci-devant nobles, et que d'après les informations prises à son égard, il ne paraît pas qu'elle soit dans le cas d'éprouver une plus longue détention. Mais Aldonce a donc eu assez chaud, et son futur époux, Gabriel Joseph Martial Desisnard, qui lui est issu de la noblesse comtadine, appartient à une famille qui n'a pas émigré. On a tous les certificats de résidence qu'ils ont pieusement conservés qui prouvent qu'ils étaient bien restés en France. À peine Thermidor passé, les deux jeunes gens se marient à Avignon, le 23 Brumaire en 3. Et chose assez curieuse, leur mariage semble s'être réduit dans un premier temps à une cérémonie civile. Le contrat de mariage en bonne et due forme, passé devant notaire, n'est arrivé que plusieurs années plus tard, le 4 Ventose en 7. L'abbé de Véry, qui était le parent du marié, lui fait don à cette occasion d'une somme de 60 000 francs. Et il me semble que cet exemple, choisi parmi d'autres, illustre bien la poursuite de stratégies matrimoniales de la noblesse qui, même dans des circonstances très défavorables, s'efforce de poursuivre des alliances, de transmettre et de sauvegarder son patrimoine. La mort du fameux Pierre-Louis, héritier mâle des Labaume-Suze en 1799, fait d'ailleurs de ce couple, Aldonce et Gabriel Joseph Martial, l'héritier unique des biens de la famille et du château de Suse. Si on envisage la façon dont s'est passée la Révolution dans les familles du tiers, chez les familles marchandes, ce qu'on voit ressortir, alors là je m'inscris tout à fait dans ce que nous a dit Boris Deschanel hier, des situations assez variées, mais effectivement, peut-être que ce qui ressort au bout du compte, ce serait une forme de stabilité avec des bonnes et des moins bonnes fortunes. On peut citer beaucoup de fonds d'archives qui peuvent être mis en œuvre pour étudier cette histoire. Boris Deschanel en a étudié un certain nombre, les Delol à Romans, les Cornu à Montélimar, qui sont des négociants en soie qui deviennent fabricants. J'ajouterais le fonds peut-être moins connu de la famille Bélier de Charpey, qui était une famille de marchands de rapier, pour laquelle on a toute une correspondance révolutionnaire encore très peu étudiée. Et voilà, on vous a juste mis, à titre d'exemple, une correspondance de la famille Nug. Le jeune Nug étant placé à Paris chez ses oncles, où il apprend le métier en fait, du commerce. Et vous pouvez voir que dans le cas des Nug, je ne vous lirai pas la citation en entier, mais manifestement les affaires n'allaient pas trop mal, en tout cas à cette date, même s'il y a eu par-dessus le marché des histoires de faillite un peu compliquées qui ont mis à mal apparemment le patrimoine familial. Enfin, si on sort un peu de la bourgeoisie marchande, appelons-la comme ça, on a quelques exemples intéressants d'ascension sociale, ou en tout cas d'évolution en famille sous la Révolution. Je ne citerai un exemple, surtout à vrai dire, celui de la famille Montal, qu'on conserve aux archives départementales, un fonds jusqu'ici peu exploité. Jacques Montal, c'est un jeune homme d'origine modeste. Son père était ingénieur des ponts et chaussées. Il meurt en 89 alors que le jeune homme n'a que 16 ans. Il entame une piètre carrière de répétiteur, de petit maître d'école dans le Paris de la Révolution. Et le destin lui fait croiser la route d'un très lointain parent, le comte d'Escorche, un diplomate de carrière originaire de l'Orne, du Perche, dont il était le très lointain parent. D'Escorche, devenu le citoyen d'Escorche en un seul mot, continue sa carrière d'ambassadeur dans les échelles du Levant, et il emmène le jeune Montal avec lui comme secrétaire. D'Escorche finit préfet de la Drôme de 1800 à 1815, il est là toute la période napoléonienne, et c'est dans ses bagages que le jeune Montal débarque à Valence. Il a profité de sa situation pour faire venir sa mère depuis la Seine-et-Marne, et sa mère est devenue, pour ainsi dire, l'intendante ou la maîtresse de maison du préfet à la préfecture. Donc voilà un exemple encore familial, une petite réussite en famille. Dernier point, je vous avais mis une petite citation de l'oncle de Montal avec lequel il a une longue conversation pour prouver que ce qu'on voit ressortir des archives, c'est qu'il y a aussi quelques aigreurs au sein des familles sur les différentes réussites ou échecs en matière économique. Et l'oncle Montal, vous le voyez, se plaint beaucoup en fait de sa situation. Il devait y avoir un côté un peu géniard.
L'essentiel étant qu'il est privé de la rente à laquelle il espérait avoir droit par le fait que sa rente était gagée sur des biens qui ont été séquestrés et qui sont devenus biens nationaux, et donc il ne pouvait pas jouir de la petite retraite qu'il s'était préparée. J'en arrive très rapidement à l'engagement politique, qui est un peu le cœur du sujet. Pour vous dire que tous les gens que je vous ai cités, les Cornu, les Bélier, les Nugues évidemment, etc., sont des gens qui, en plus d'être négociants, étaient souvent impliqués en politique, au niveau local, comme petits administrateurs communaux, au district, au département, dont le parcours personnel est plutôt bien documenté, mais j'ai été un peu déçu, pour ma part, en consultant ces archives, par le fait qu'on n'avait pas tellement de traces de leurs épouses, de leurs familles. C'est-à-dire qu'on a la trace de ces gens, ils ont de la correspondance qui est plutôt commerciale, et pour trouver vraiment des échanges familiaux relatifs à la Révolution, il faut monter un peu de niveau social, comme si ces gens, en fait, maniaient l'écriture surtout à des fins commerciales, mais n'étaient pas conditionnés socialement à parler d'eux-mêmes. Ce n'est pas le cas, en revanche, d'une famille que je vais vous présenter maintenant, que je suis très content d'avoir exhumé à cette occasion, qui est la famille Fraissinet. C'est les ancêtres directs du ministre du gabarit Fraissinet, de la Troisième République. Et le personnage central, c'est Élisabeth Fraissinet, la femme de Louis Fraissinet, un soyeux de Lyon, mais qui habite à Montélimar. Élisabeth Fraissinet est née Armand. Elle a 3 sœurs et un frère, et toutes ces sœurs, tout au long de leur vie, s'échangent une très riche correspondance qui fait penser, toute proportion gardée, à du Jane Austen version dauphinoise. Alors chez les Fraissinet, on est très politisé, c'est un fait. Vous voyez que la jeune sœur d'Élisabeth lui écrit pour lui dire qu'elle aime beaucoup la politique. Bon, qu'elle indique les gros titres des journaux, mais quand même, c'est toujours mieux que rien. Une autre petite citation qui est bien sympathique. Julie Armand, donc la 3e sœur, écrit à Élisabeth de retour d'une excursion à Crest le 26 juillet 1789 que la chère Henriette n'a pas manqué de porter la cocarde à Crest où aucune dame n'en a encore mise. Mais je crois fort qu'elles ne tarderont pas à en porter. On a trouvé charmant que ma sœur fût encocardée. Imaginez-vous qu'on la prenait pour une étrangère. On imagine ce que ça pouvait faire à Crest, modeste bourgade dromoise. La famille, qui échange donc une riche correspondance, se teinte d'opinions de plus en plus républicaines et je dirais même de plus en plus montagnardes. C'est très clair au moment de la crise fédéraliste où un fils Fraissinet écrit à son frère, alors le fils est à Marseille pour affaires, puisqu'on ne perd jamais de vue ses affaires. Les Marseillais, donc il relate l'entrée du général Carteau à la tête des troupes de la Convention. Les Marseillais ont ouvert leurs portes sans tirer un coup de fusil. Ils ont dit qu'ils ne reconnaissaient point l'armée qui avait été contre lui et ont prétendu que c'était seulement des gens des villages d'alentour. Les chefs de ceux qui étaient contre l'armée de Carteau se sont sauvés dans une chaloupe. Cette nouvelle nous a bien fait plaisir. Celles de Lyon et des frontières ne sont pas satisfaisantes, il s'en faut de beaucoup. Et vous voyez que Madame de Fraissinet répond à son fils un peu plus tard en lui donnant des nouvelles de l'insurrection de Lyon. Il se trouve d'ailleurs qu'elle était mal informée sur la fin, puisque le général Précy, on le sait, n'est pas mort en sortant de Lyon. Alors, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur les familles. Je ne parle même pas des paillants, parce que je sais qu'on va en parler un peu plus tard. On vous avait sorti également quelques exemples d'opinions contre-révolutionnaires dans une branche alliée de la famille Nugues, où un enfantin écrit à sa sœur pour essayer, de façon un peu souterraine, de la convaincre de l'intérêt de faire revenir un roi en France, parce que c'est la seule façon en fait de gouverner la France correctement. Voilà, je ne vais pas plus vite que ça parce que je suis déjà en retard. Un petit mot sur le lien avec les événements nationaux et la circulation des informations. Alors j'ai trouvé, je vous en fais part, je pense que personne ne l'avait jamais vu, une petite relation de la prise de la Bastille par un témoin oculaire. C'est toujours intéressant. C'est toujours le fameux oncle qui avait perdu sa rente, qui était à sa fenêtre ce beau jour du 14 juillet 1789, qui n'a pas vu grand-chose parce que manifestement la fumée l'empêchait d'y voir, mais il a nettement entendu des boulets de canon qui sifflaient au-dessus de sa tête. Et d'ailleurs, là, j'ai été forcé de couper la citation, mais on voit bien qu'il est très sujet au complotisme et il a très peur des complots aristocrates qui ont failli mettre Paris à feu et à sang. Voilà, donc ça, on a plein de choses comme ça dans les archives. Ça ne remet pas en cause foncièrement, évidemment, ce qu'on sait de la prise de la Bastille, mais néanmoins, ça apporte toujours un éclairage complémentaire intéressant. Les Fraissinet ont vécu la grande peur du Dauphiné de très près. On a des informations intéressantes sur la peur d'être égorgé, les bandes de brigands qui devaient arriver puis qui finalement n'arrivent pas. Voilà, il y a encore des choses à chercher à cet égard. Je fais un sort très rapide, trop rapide hélas, à la correspondance des enfants aux armées avec les parents. Je vous ai mis une lettre assez célèbre d'un Nugue à son père. C'est bien là où il a croisé le général Bonaparte, c'est ça qu'il a réquisitionné pour... Voilà, une des fois où il l'a croisé, alors même qu'il se croyait de repos.
au-delà de ces choses plus prestigieuses, on a beaucoup de correspondances de militaires qui méritent évidemment d'être étudiées, parce que c'est aussi, de façon évidente, un vecteur de l'idéologie républicaine dont ces soldats sont abreuvés, jusque dans les familles. Il y a tout un discours en fait, qu'ils retranscrivent dans leurs lettres qui est tout à fait intéressant. Dernier petit point sur l'intimité et la vie familiale. J'avais prévu un petit mot sur Madame Julien, mais je suis de loin à cette table le moins qualifié pour en parler, donc je vais peut-être en fait m'en abstenir. Pour rappeler évidemment son existence, elle est très importante. Un petit mot ici de Louis Fraissinet, qui était en mission sur la côte méditerranéenne sous le Directoire en février 1795 pour chercher du grain pour ravitailler le département de la Drôme. Et le voilà qui apprend la mort de son beau-frère qui habitait en Isère, qu'il aimait beaucoup. Et j'aime bien ce petit passage parce qu'on a l'impression que Fraissinet fend un peu l'armure pour dire que bah oui, les devoirs de sa charge lui pèsent, mais que dès qu'il pourra, en fait, il reviendra jouir d'une vie calme et champêtre. Peut-être qu'il y a un ultime écho rousseauiste là-dedans, d'une vie familiale apaisée, loin des tourments de la Révolution, mais que pour le moment, évidemment, on n'y est pas encore. Ça, c'était pour les rapports, pour évoquer de façon très très rapide les rapports entre mari et femme, sur lesquels il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. J'avais choisi un autre extrait, toujours de cette riche correspondance. Donc ça, c'est le fameux beau-frère qui, au tout début de la Révolution, commente les états généraux. Il est très intéressé par la politique. Il se moque des prétentions de sa belle-sœur, enfin des préventions plutôt de sa belle-sœur contre les nobles récents, en lui disant « Ma chère belle-sœur, vous ne supportez pas l'odeur du savon », allusion, je pense, à la savonnette à Vilain. Vous avez tort, etc. Et donc, il lui livre finalement en très peu de mots le fond de sa pensée sur l'éducation des enfants. Monsieur Untel est ou se dit comte à dormir debout, monsieur l'autre est chevalier de courte vente, un grand bien à leur face, qu'ils se bouffissent jusqu'au sublime ridicule. De notre côté, nous, les gens du tiers, nous tâcherons de procurer à nos enfants de l'instruction et les moyens de se procurer le bien-être. Avec ces deux avantages, ils pourront se moquer de ceux qui voudront bien leur en donner sujet. Voilà, je brise là. J'ai encore plein de choses à vous dire que vous lirez si ça vous intéresse, sur les grands enfants qui s'en vont et l'angoisse des mamans. On a au moins 3 beaux exemples de ça. Chez les Montal, Jacques Montal se croit obligé de commencer ses lettres par « Je vis » pour une exclamation quand il écrit à sa maman qui est en province parce que le Paris de la Révolution était dangereux. Chez les Nugues, on a des beaux exemples d'un jeune homme qui a des conquêtes sentimentales sous le Directoire. Et chez les Fraissinet, ce sera mon dernier mot pour cette partie, nous sommes déjà en retard. Je ne résiste pas au plaisir d'une petite anecdote. Fraissinet jeune part étudier à Paris à l'été 92, mauvais moment tout de même. Ses parents sont morts d'inquiétude entre la commune insurrectionnelle du mois d'août, les massacres de septembre. Le fils de sa logeuse a été tué dans l'église des Carmes, ça va mal globalement. Par ailleurs, son père, avant de le quitter à Paris, lui avait offert une clarinette pour qu'il s'entraîne à faire un peu de musique. Et donc dans les lettres de sa maman qui se morfondent d'inquiétude, elle se morfond d'inquiétude à cause de la situation politique et parce que les rues de Paris sont pleines d'égorgeurs, mais aussi parce qu'elle a peur qu'il souffle trop fort dans sa clarinette et qu'il finisse par se faire mal. Il était un peu gringalet. Bien, c'est difficile d'enchaîner. Alors, si on se place évidemment après la Révolution, la question de la mémoire et de la Révolution comme un héritage, c'est évidemment une question qui travaille la question travaille forcément les archivistes, puisque l'historique de la conservation, c'est un des champs de la normalisation archivistique, c'est-à-dire comprendre comment les fonds se sont transmis dans les familles. Donc c'est un élément intéressant pour étudier cette dimension politique qui nous intéresse aujourd'hui. Premier point, c'est la question des ancêtres dont il était question. C'est quel regard les fils vont porter sur les pères, disons les générations portent sur celles qui les ont précédés. Eh bien, on peut déjà considérer que les archives, c'est déjà un sujet au sein des familles qui sont héritières de ce patrimoine. Le cas roman des archives Bonnugue sont significatifs à ce sujet. Dès la mort de Saint-Cyr-Nugue, son neveu, qui est homonyme et lui aussi général, va rédiger un catalogue de la correspondance de l'ancêtre. Et cette correspondance va être dispersée au début du XXe siècle dans le cadre d'une succession entre différentes parentèles. Donc la parentèle, au final, Bonnugue, et de l'autre, la parentèle Bally. Les deux branches partagent la même vision du héros, ce militaire, devenu militaire par hasard. C'est la citation qui est répétée dans toutes les branches de la famille. Mais évidemment, conserver les traces de ce grand homme que l'on revendique, c'est évidemment un sujet de succession. Donc on voit que tout au long de leur histoire familiale, les Bally et les Bon, jusque dans les années 2000, ont évidemment recherché une solution pour réunir cette
cette correspondance et ces archives familiales. Et au final, aujourd'hui, elles le sont par le biais des institutions, puisqu'en fait, les deux branches dans la famille ont fait remise, l'une en 2013 et l'autre en 2019. Donc les fonds sont réunis. Et la correspondance, puisque la branche Bali a accepté que la partie de correspondance qu'elle détenait soit réunie à l'autre branche, le fonds Bali évidemment restant distinct, comme il s'y est, dans une logique de provenance toujours. Maintenant, combien de fonds de famille qui ne contiennent au travers des années de recherche sur les ancêtres? Alors Claude Breulot avait bien montré que s'agissant de la noblesse, il fallait se réinventer au XIXe siècle, puisque les contours du groupe sont désormais mouvants, et que pour les familles d'Ancien Régime, évidemment, il y a un retour aux sources qui s'opère de différentes manières et parfois au prix de certains refus. Dans le cas d'Ernest Payan du Moulin, excusez-moi, je vais trop vite. Hop. Dans le cas d'Ernest de Payan du Moulin, j'insiste sur le 2, puisqu'effectivement il a obtenu en 1858 que ce titre de noblesse soit restauré. Il s'est penché énormément sur ses archives familiales pour obtenir cette reconnaissance et le titre de baron de la Garde qui avait été porté par ses cousins. Et tout cela au prix évidemment d'une forme de refus de ses ascendants. Et Anne Joly, qui a classé les archives Payan, observe que la structure du fonds est complètement liée à cette forme de refus de l'ancêtre. Alors le regard des fils sur les pères ne se politise jamais autant qu'au moment du centenaire de la Révolution. Vous avez devant vous Hyacinthe de Gaillard-Bancel, qui est donc un descendant lui-même d'un élu au 500 et qui sera anobli en 1816. Lequel est président du comité royaliste départemental en 1889 et qui prend l'initiative en fait d'une contre-manifestation, une contre-assemblée du centenaire de Romans, en réaction évidemment aux stratégies que les républicains mettent en place par ailleurs. Et donc cette manifestation va être en deux temps, l'une à Visil et puis ensuite une autre à Romans qui va réunir effectivement tous les descendants et ayant droit, parce que les descendants, les deux Saint-Vallier ne sont plus résidents dans la Drôme par exemple, et il va recevoir une abondante correspondance dans lesquelles toutes ces familles, évidemment, vont narrer des souvenirs de famille. Donc là, vous avez l'exemple du comte Gustave-Maurice Dallozier qui écrit à Gaillard-Bancel ce que son père lui avait raconté du témoignage de son grand-père et comment cette vision, évidemment, de l'Assemblée de Romans n'est pas du tout celle que nous ont appris, évidemment, les mauvais maîtres, les mauvais historiens ultérieurs et ce que les républicains ont fait, évidemment, de cet événement. Et Albert Dubois, qui est donc un vieux leader légitimiste, synthétise bien la pensée de toutes ces familles de la noblesse locale en le disant « Votre assemblée nouvelle de Romans marque la fin d'un grand malentendu qui dure depuis près de 100 ans ». Alors, autre stratégie que l'on peut mettre en œuvre, c'est écrire la mémoire, selon la formule de Nathalie Petitot. Donc c'est évidemment éditer les journaux, éditer des mémoires, rédiger soi-même ces mémoires. Et beaucoup ne sont pas forcément publiées. Parfois, certaines sont publiées plus tardivement par d'autres membres de la famille. Certains aussi se font historiens de leur famille ou éditent des sources. Alors nous avons fait un petit florilège tous les deux. Le journal de l'abbé de Véry, qui est conservé dans le fond des Isnards dont il a été question tout à l'heure, et qui est donc le récit au jour le jour de Louis XV jusqu'à la Révolution de cet abbé. Et donc c'est édité par Jean de Witt, qui est donc le propriétaire du château dans les années 1928-1930, qui est lui-même époux d'une des Isnards. Hyacinthe de Gaillard-Bancel écrit la biographie de son ancêtre, je saute à pieds joints, et le comte André de Montalivet édite une correspondance de Jean-Pierre Bachasson de Montalivet et de sa cousine et future femme Adélaïde de Saint-Germain, correspondance qui aujourd'hui est toujours détenue en main privée. Alors ce faisant, les familles se retrouvent assez rapidement au contact des historiens, qu'il s'agisse d'érudits locaux, de sociétés savantes ou d'universitaires intéressés par ces archives. Encore une citation entre Bon et Bali. Depuis le bicentenaire de la Révolution et surtout depuis le retour des cendres du général Saint-Cyrnug à Romans, donc en 1968, les historiens locaux le connaissent, en s'agissant du fonds, le connaissent bien et consultent volontiers ce fonds tout en nous aidant à le classer. Mais il est hors de question qu'il sorte de la maison où il continuera à se transmettre de génération en génération. Toutes ces familles ont eu des stratégies pour rassembler la documentation intéressant leurs collatéraux, leurs proches, etc. On a parlé des militaires tout à l'heure. On a à Romans le fonds du soldat Joseph-François d'Alves, qu'un des nugues érudits locaux avait réuni, parce que dans cette correspondance, il était question quelquefois des nugues romanées, mais elle est intéressante par elle-même par ailleurs. Ces érudits copient et collectent aussi quelquefois. On a ici à Valence les papiers de Nicolas Delacroix, on a les papiers de Marius Villard, qui sont des érudits locaux de différentes époques, de la Restauration comme de la Troisième République, qui ont transcrit des papiers qui étaient détenus en main privée et qui aujourd'hui sont parfois difficiles à localiser au niveau local et dont on peut évidemment avoir intérêt à exploiter les transcriptions. Bon, pour notre époque, je ne reviens pas sur le travail remarquable qu'avait fait Claude Magnan sur les archives NUG, qui se sont poursuivies pendant de nombreuses années, et il avait exhumé d'autres pépites dans des greniers familiaux, dans des armoires, et pas seulement chez les NUG.
Ce rôle des acteurs locaux est essentiel pour la préservation des archives familiales. Je vais très vite parce que nous avons déjà débordé sur l'association des amis de Marc-Antoine et Rosalie Julien à Romans, qui ont mené sous l'autorité de Jean Sauvageon, et qui en a livré d'ailleurs le témoignage dans une publication que ma voisine de gauche a menée. Le récit de ce travail a été mené donc à partir du bicentenaire, et c'est un travail de collection, mais qui a essayé effectivement de réunir toutes les sources qui étaient relatives à cette famille, qu'elles soient en main privée ou dans des institutions nationales et internationales, puisque évidemment les repérages sont allés jusqu'à Moscou. On l'a vu, les familles sont bien conscientes de cet enjeu, et donc évidemment elles peuvent aussi avoir des stratégies de mise en valeur en direction de ces érudits ou des universitaires qui peuvent les solliciter. C'est le dernier point, je vais essayer d'être extrêmement rapide. Et là, on se confronte à ce que notre mémoire familiale peut raconter et ce que les universitaires peuvent vouloir produire. C'est un peu le cas de Lyon 93 ce matin. Les balis ont été très fréquemment sollicités par les chercheurs désireux de travailler sur Julien, justement le législateur, l'éducateur. Donc Pedro Rossello, qui a travaillé sur ces questions, et l'allemand Helmut Goetz, ont beaucoup échangé de correspondance avec la famille. Et là, on voit effectivement se joue un jeu d'abord d'accès, de déontologie du chercheur, comment exploiter la source d'archives, ça c'est un sujet à soi, mais aussi comment la famille essaie d'influencer la vision qu'elle se fait, et donc elle essaie de faire normaliser sa vision. Donc là, Jean Bally envoie des tonnes de notes et des tonnes de transcriptions à l'historien, et évidemment sa vision de Saint-Cernug et de sa relation avec Marc-Antoine Julien mérite d'être confrontée à des publications récentes. Je pense à une publication de Virginie Martin, par exemple. Mais au fond, la question n'est pas de savoir si c'est vrai historiquement, est-ce que c'est la vérité vraie, peu importe. Ce que ça montre, c'est quelle est la stratégie familiale, quelle est la vision familiale. Donc c'est une manière de recomposer sa propre compréhension. Un rapide mot de conclusion à l'issue de ce balayage très rapide des fonds drômois, dont nous avons bien conscience qu'il est plus discursif qu'analytique, mais le but était plutôt d'ouvrir des perspectives que de les creuser jusqu'au bout. Un rapide mot de conclusion pour citer Jacques Rougerie, qui rappelait qu'il est certes étrange de vouloir prendre comme cadre géographique pour faire de l'histoire un département, entité, disait-il, microscopique, arbitraire, anachronique, etc., etc. Il est vrai néanmoins que réfléchir à de l'histoire dans un cadre départemental peut permettre, comme le disait Ernest Labrousse, de réduire l'objectif pour mieux l'atteindre. Et en mettant la focale sur des acteurs comme les Payan, qui sont des acteurs plutôt de rang national, ainsi que les Nugues, ou les Fraissinet, qui sont plutôt des gens en fait dont la notoriété n'a pas dépassé le cadre départemental, on peut atteindre l'événement parfois au plus près. Pour autant, il y a évidemment une part d'arbitraire à considérer comme une unité, ce cadre départemental, et surtout un risque, me semble-t-il, qui serait de vouloir essentialiser les Drômois sous la Révolution, ce qui évidemment n'était pas notre propos. Il est donc éminemment nécessaire de dépasser ce cadre, à la fois chronologiquement, géographiquement. On voit bien qu'aucune vie humaine ne se résume à un seul lieu, un seul endroit, un seul moment. Forcément, il y a des collatéraux, des marchands, de la politique, qui vont voir plus loin que nos frontières départementales. Michel Vauvel, dans l'introduction du guide des communes qu'on vous a présenté en première partie, écrivait que la Drôme, comme tout autre département d'ailleurs, se présente comme un site propice à faire avancer par le biais d'approches monographiques des problématiques nationales. Et c'est cette ligne que nous défendons à notre modeste niveau, sachant qu'effectivement, il reste encore plein d'archives dormantes. On espère par cette communication vous avoir donné envie d'entreprendre l'étude, de façon à apporter du neuf, car comme le disait Michel Vauvel, toutes ces études ne peuvent de toute façon se concevoir que sur le terrain. Et nous sommes restés, nous, fidèles à notre terrain. Merci beaucoup.